Un après-midi frais, alors que nous vous accueillons à nouveau dans le monde du macro, nous entreprenons un voyage intrigant à travers le champ de bataille complexe et souvent tumultueux de l'Europe de l'Est. Nous sommes le 5 février 2025, une date qui nous place au cœur du conflit en cours entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Notre voyage commence dans la région du Donbass, un lieu devenu synonyme de lutte et de résilience. Dans le petit village de Zelenivka, niché le long du Suchialus, les forces armées ukrainiennes ont monté une contre-attaque réussie. Cette petite mais significative victoire a incliné le contrôle en faveur de l'Ukraine, soulignant leur esprit inflexible face à l'adversité. Le leadership militaire ukrainien, avec leur prouesse stratégique, a décidé de lancer cette contre-attaque lorsque les forces russes ont empiété sur l'établissement de Kadiantinopil à la fin de l'année dernière. Le son de l'artillerie résonne dans la partie nord de Zelenivka, alors que les unités ukrainiennes, renforcées par le soutien de l'artillerie, repoussent l'infanterie russe. Cette bataille intense a fait pâlir les zones rouges autrefois en gris, signalant un changement de contrôle. Cependant, la situation reste fluide et la position précise des troupes ukrainiennes dans le village est encore en cours d'évaluation. La contre-offensive en cours impliquerait la 37e brigade d'infanterie de marine aux côtés de la 23e brigade mécanisée, marquant une période de combat acharné. Notre récit se déplace vers les colonies de Dakhne et Tchivchenko, où des unités russes font des efforts concertés pour prendre pied. Pourtant, malgré leurs tentatives, des avancées russes significatives n'ont pas été enregistrées aujourd'hui. Juste à l'ouest du réservoir de Kouracho, l'infanterie russe a réussi à avancer, marquant une nouvelle menace alors qu'il progresse vers l'ouest d'environ 1 km. Cette avance, bien que notable, n'a ajusté que marginalement les lignes de front par rapport à la veille. En nous dirigeant vers le nord, nous nous retrouvons à la colonie d'Andrievka, près du village de Slovianka. Ici, les forces russes, enhardies par des succès récents, manœuvrent vers l'ouest. Leur groupe d'infanterie, se déplaçant furtivement à travers une gorge étroite et des forêts adjacentes, vise à atteindre la route T-015. Les développements d'aujourd'hui montrent une avancée russe d'environ 1,5 km vers l'ouest. Pendant ce temps, des combats acharnés se poursuivent sans relâche sur la section du front, à Drivka, bien que de nouvelles informations restent rares. Dans la ville de Stachas, une correction est nécessaire. Contrairement au précédent rapport, c'est le 331e régiment de la 98e division, et non toute la division, qui a pris d'assaut le centre-ville. Cette distinction est cruciale alors que nous démêlons la toile complexe des mouvements et des stratégies militaires. En passant au front de Kri, la 141e division russe a réalisé des avancées notables, à la fois à l'ouest et à l'est de la rivière Djerebz, élargissant sa tête de pont au sud d'Ivanivka. Alors qu'ils avancent vers le petit village de Bilahorivka, leur avancée s'étend jusqu'à 2,5 km au sud, englobant des zones ouvertes et des parcelles forestières. Cela marque un ajustement significatif en faveur du côté russe, alors que les zones grises se transforment en rouge. À l'est, l'infanterie russe a traversé un terrain découvert, occupant des étendues de forêt et progressant de près d'1 kilomètre vers le sud-sud-ouest. Le profil du front ici a été redressé, marquant un autre passage du gris au rouge. En poursuivant notre exploration, les événements en cours suggèrent que l'armée russe est prête à sécuriser bientôt la colonie de Ternis, atteignant potentiellement la frontière de Jampolivka. Cette manœuvre fait partie d'une stratégie plus large pour s'approcher de la ville de Leon, une ville qui abritait autrefois environ 20 000 habitants avant la guerre. Le conflit a déjà vu le contrôle changer de main plusieurs fois, illustrant la nature volatile et imprévisible de cette bataille. Le côté ukrainien est confronté à des conditions qui se détériorent sur ce front, ayant perdu plusieurs positions défensives clés au cours des 2 derniers jours. Les blogueurs militaires ukrainiens ont exprimé leurs inquiétudes, soulignant la situation précaire dans laquelle se trouvent leurs forces. Pourtant, au milieu de ce chaos, nous tournons notre attention vers la tête de pont russe sur la rivière Oschil, au nord de Kopiansk. Ici, la 6e armée russe maintient une position dominante. La colonie de Doritna est devenue un point chaud, l'armée ukrainienne peinant à contrer l'avance russe. Les rapports suggèrent que le commandement militaire russe a même réussi à établir des véhicules de combat blindés de l'autre côté de la rivière, renforçant encore leur position. Au nord de Doritna, la 25e brigade russe a regagné sa tête de pont
étendant son contrôle sur tout le quartier de Brivka, à l'est de la route R79. Cette expansion a vu les ruines de ces quartiers tomber entre les mains russes, élargissant considérablement leur zone de contrôle. Le mouvement russe ici a augmenté leur portée de près d'1 kilomètre, avec de nouvelles avancées dans le quartier nord de Rakovo, sécurisant des sections supplémentaires de route. Ainsi, un ajustement considérable a été effectué dans cette zone, passant du gris au rouge. Alors que nous continuons à démêler les complexités de ce conflit, il est notable que l'armée russe contrôle désormais environ la moitié de Doridna. Le sort des districts de Paletina et Kirpitny reste incertain, avec le contrôle du district de Sagunivka toujours contesté. Cependant, la tendance penche vers une prise de contrôle complète par les Russes bientôt, comme l'ont évalué les blogueurs militaires russes et ukrainiens. La direction militaire russe semble avoir l'intention de tirer parti de cette position pour menacer la ville de Kupiansk. Dans notre segment de conclusion, nous nous concentrons sur le front de Koursk, où l'armée ukrainienne a réussi partiellement. La colonie de Makhnovka, une zone très contestée, a été le théâtre de l'utilisation de nouvelles réserves ukrainiennes pour reprendre le contrôle. Ce retour en force a forcé l'infanterie russe à se retirer vers le sud, rendant Makhnovka aux mains ukrainiennes. De telles victoires sont cruciales pour la défense de la ville de Suja, alors que l'armée ukrainienne s'efforce d'éloigner les forces russes de la ville, les repoussant de plusieurs kilomètres. Ailleurs, le long du front de Koursk, des affrontements intenses persistent, mais des changements significatifs dans les lignes de front n'ont pas été enregistrés aujourd'hui. L'intensité de combat la plus élevée est observée autour des colonies de Nikolski-Lyonia, Malaya-Lyokna et Pagrebki. Les forces armées ukrainiennes ont mené une autre attaque aérienne, déployant environ 30 drones sur les territoires occupés par les Russes. Le ministère russe de la Défense a signalé l'interception de 31 drones, principalement au-dessus des régions de Bryansk, Belgorod et Kaluga. Malgré ces efforts, la défense aérienne russe n'a pas été entièrement couronnée de succès, des incidents se produisant dans la région russe du Tatarstan. Dans la capitale du Tatarstan, Kazan, une attaque notable a visé l'aérodrome militaire de Boryssa-Gelbsk, situé dans la partie nord de la ville. L'attaque visait des bombardiers russes stationnés là, ainsi qu'une usine d'avions, comme l'ont rapporté des sources russes. Des images de surveillance ont capturé un drone ukrainien approchant, suivi d'une forte explosion. Les rapports locaux indiquent que le drone a frappé un réservoir de carburant à l'aérodrome, bien que cela n'ait pas entraîné d'incendie. Les 5 réservoirs de carburant de l'aérodrome sont stratégiquement positionnés et les événements d'aujourd'hui soulignent la danse complexe de stratégie et de contre-stratégie dans la guerre moderne. La perturbation a provoqué la fermeture temporaire des aéroports civils à Kazan et dans la ville de Nizhny-Kamsk, bien que les opérations aient repris peu après. Les raids aériens ukrainiens continuent de défier les défenses russes, soulignant la tension persistante dans ce conflit. Alors que nous nous rapprochons de la conclusion de notre voyage à travers les paysages déchirés par la guerre de l'Europe de l'Est, nous nous penchons sur les implications plus larges de ces conflits en cours. Le raid aérien ukrainien de la nuit dernière n'était pas un incident isolé. En réponse, les forces armées russes ont lancé une contre-attaque familière en utilisant des drones Shahed, avec 141 de ces menaces déployées, y compris plusieurs leurs. Les Russes ont également lancé un missile balistique de type Iskander, visant la région de Koursk. Les défenses aériennes ukrainiennes étaient en état d'alerte maximale, parvenant à abattre 93 drones ainsi que 45 leurs. Cependant, certains sont tombés sur le territoire ukrainien, tandis que 2 leurs ont dérivé de l'autre côté de la frontière. Heureusement, les conséquences de ces attaques n'ont pas entraîné de conséquences graves. Dans le contexte de ces escarmouches militaires, la scène politique internationale connaît un changement significatif avec l'inauguration du nouveau président américain, Donald Trump. Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses félicitations à Trump, exprimant l'ouverture de la Russie à collaborer pour résoudre la guerre en Ukraine. Poutine a souligné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la crise, plaidant pour une paix à long terme fondée sur le respect mutuel des intérêts légitimes de tous les peuples de la région. Il a souligné que l'objectif ne devrait pas être un cessez-le-feu temporaire, permettant de se regrouper et de se réarmer, mais plutôt une paix durable qui respecte les dynamiques complexes en jeu. Le président Trump a clairement indiqué qu'il entendait mettre fin à la guerre aussi rapidement que possible. Alors qu'il s'installe à la Maison-Blanche, ses premières actions comprendront la signature d'une série de décrets
visant à répondre aux priorités urgentes, le conflit russo-ukrainien étant au premier plan. Les parties russes et ukrainiennes s'attendent à des changements après l'inauguration de Trump, bien que la nature de ces changements reste incertaine. Chaque côté est prudent quant à la manière dont ces développements affecteront leurs positions respectives. La communauté internationale observe de près, car les enjeux sont élevés et le potentiel d'une percée diplomatique est important. Alors que nous nous trouvons au bord d'un tournant diplomatique potentiel, les semaines à venir promettent d'être cruciales. Le niveau diplomatique du conflit devrait prendre un rôle plus important, avec des développements suivis de près pour s'assurer qu'aucun événement clé ne soit manqué. Dans ce jeu d'échecs complexe de géopolitique et de stratégie militaire, les enjeux sont élevés pour toutes les parties impliquées. Le récit en évolution nous invite à réfléchir à la trajectoire future de ces nations entrelacées et aux implications plus larges sur la scène mondiale. Pour ceux qui ont trouvé ce rapport informatif et captivant, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour rester informé des derniers développements. En partageant cette vidéo sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook, vous pouvez aider à sensibiliser et à favoriser une compréhension plus approfondie de ces enjeux cruciaux. Votre soutien est inestimable alors que nous continuons à naviguer dans les complexités de la guerre moderne et de la diplomatie internationale. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous nous réjouissons de vous apporter plus de perspectives demain soir. D'ici là, passez une agréable soirée et restez informés.